Alors, c'est vrai qu'en guise d'introduction, je pense qu'il est important, parce que quand on parle de l'eau, je pense que ce qui ressort le plus fortement, c'est toutes les luttes locales qu'on a souvent sur les questions de remunicipalisation, retour à un service public, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de l'eau, on voit souvent plutôt Veolia, Lyonnaise des Eaux, ou de structures un peu moins connues, mais quand même qui existent, comme l'Assor, donc des entreprises privées qui, sous délégation de services publics, gèrent des services publics d'eau. Et souvent, ça crée, et on le verra, et je viendrai un peu à ce détail, ça a créé, et ça crée toujours, des contradictions, des désaccords, et puis justement un débat politique assez vif. Donc quand on dit vers une nouvelle gestion de l'eau, et vers une gestion coopérative de l'eau, je pense qu'on s'inscrit pleinement dans ce processus, où finalement, on cherche, à travers une société coopérative, donc une société commerciale coopérative, qui est la société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, dont j'expliquerai un peu mieux aussi les contours. On cherche avant tout à impliquer un public qui est souvent isolé et écarté de tout ça, ce sont les usagers. C'est-à-dire nous tous, puisqu'on a tous affaire à l'eau en permanence, sauf que de fait, on n'a pas tous affaire à la gestion de l'eau en permanence. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est important à rappeler que cette réflexion, je la porte bien dans un parallélisme et dans une dynamique collective, à cette approche de la réappropriation collective de l'eau. Reprendre du pouvoir sur l'eau en tant que citoyen avec les collectivités et que ça soit bien un objet politique, puisque l'eau est bien un objet politique. Pourquoi je me suis intéressé à une nouvelle forme de gestion de l'eau? Tout d'abord, c'est parce qu'on me l'a demandé, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais en entrée dans un Master 2, effectivement, à Montpellier d'économie sociale et solidaire, et je cherchais un stage, et j'en ai trouvé un avec la Confédération Générale des SCOP, et qui quand on a discuté au début, m'a proposé de travailler sur justement l'eau, en me disant, on est souvent sollicité, enfin quelquefois sollicité par des collectivités qui se disent, entre la régie et puis la gestion privée qu'on a, Veolia, etc., on aimerait bien peut-être une autre innovation, une autre forme de dynamique, et la société coopérative d'intérêt collectif nous intéresse. Mais ça restait là, lettre morte, après, pas de réponse de la part de la structure dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a confié la mission. Et vous vous rendez bien compte, enfin maintenant je suis devenu passionné du sujet, mais quand on m'a confié ce dossier sur l'eau, tout de suite en tête j'ai eu privatisation, clairement, débat sur la privatisation, et puis j'ai eu en tête tout de suite cette question de la place des citoyens, qui pour moi était essentielle. Mais l'eau, j'en connaissais autant que vous, c'est-à-dire que je voyais que la petite poupée russe au bout, c'est-à-dire quand j'ouvre mon robinet. Je voyais que ça. Je ne connaissais pas toutes les structures qui pouvaient être derrière quand on me parlait de petits cycles de l'eau ou de grands cycles de l'eau. Enfin, je ne savais pas à quoi ça faisait référence. Donc, quand on rentre dans l'eau, on s'engouffre, on plonge finalement dans un monde qui est très grand, très varié, avec différents niveaux. Alors, pour faire court, mais quand même être assez clair, dans la note, j'ai fait un petit tableau qui résume, un petit schéma qui résume un peu l'ensemble des acteurs qui interviennent sur l'eau. Mais pour faire simple, quand on prend la partie visible, donc la partie qui nous concerne un peu tous et qu'on voit le plus facilement, celle de la consommation de l'eau, celle de la distribution de l'eau, c'est bien un service public municipal. Donc c'est la responsabilité de la commune, qui peut ensuite le gérer comme elle le veut, mais c'est la responsabilité de la commune. La loi de 1992 sur l'eau dit même que l'eau est le patrimoine commun de la nation. Donc on donne un caractère quand même à l'eau en France, important et une place prépondérante dans notre vie quotidienne. Ce qui est de fait vrai puisqu'on consomme tous de l'eau, on en a tous besoin pour la vie. Donc dans ce visible, on a aujourd'hui environ 35 000 services. 35 000 services qui gèrent soit d'un côté la distribution de l'eau potable, 14 000 services, soit d'un autre côté l'assainissement des eaux usées. Puisque souvent on a une division des deux services. Donc vous voyez, c'est un nombre de services quand même important en France, à ramener aussi à peu près au niveau de l'échelle des communes, 36 000. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique autour de l'intercommunalité, c'est-à-dire que la gestion de l'eau n'est plus simplement communale, mais elle est intercommunale. Et ça, c'est un point important. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'eau, 70% des personnes ont de l'eau potable à la maison parce qu'il y a une entreprise privée, que ce soit Veolia, à peu près 34% des gens, Lyonnaise des Eaux, environ 25%, et l'Assor, je crois que c'est 10%, qui donc distribue et qui gère le service d'eau potable. Donc on voit bien que le paysage aujourd'hui est beaucoup marqué par l'entreprise privée. Ce qui n'était pas le cas à l'origine, puisqu'à l'origine, jusque dans les années 70, c'était plutôt essentiellement des monopoles publics, essentiellement des régies.
et Sylvie l'a dit en début, c'est-à-dire que c'était au moment où finalement les régies, les collectivités, les communes pouvaient financer aussi sur leur budget propre ce service public. Mais à partir du moment où on a demandé que pour les services publics, industriels et commerciaux, il y ait une externalisation du budget et que cette question de rentabilité, enfin de l'eau paye l'eau, ce principe donc qu'il ne doit pas y avoir d'impôt en plus qui va financer, mais c'est bien le paiement par l'usager au final qui va payer le service dans son ensemble. De fait, quand on est rentré dans ça, beaucoup d'entreprises privées, et en particulier celles qu'on connaissait sous le nom de Compagnie Générale des Eaux, s'est engouffrée fortement dans cette dynamique et a cherché justement à proposer ces services dans plusieurs communes. Et puis c'est aussi le temps de la décentralisation, où on donne plus de pouvoir aux communes. Plus de pouvoir, ça veut dire aussi plus de responsabilités, plus de missions, et donc des fonds aussi à un moment donné à répartir sur plusieurs actions. Donc quand on a des entreprises comme la Compagnie Générale des Eaux qui venaient en disant nous on peut gérer ce service à tel coût, etc., c'est vrai qu'il y a une tendance à externaliser la gestion sous la forme d'une délégation. Et puis c'est aussi le temps, clairement, les années 80, de tout ce temps de la logique de l'État n'est pas la solution mais bien le problème, donc de la privatisation, enfin il y a tout ce monde un peu qui bascule. Donc ça c'est un peu pour le topo sur la partie visible de l'eau. Sur cette partie visible de l'eau, on voit bien qu'il y a une multitude de gens qui sont concernés par la distribution de l'eau potable ou son assainissement. C'est bien entendu nous, les usagers, les ménages. C'est bien entendu les agriculteurs qui de fait ont besoin de cette eau aussi. Ce sont les industries de fait, donc toutes les structures dans le tourisme, etc. Enfin, toute l'activité humaine nécessite de l'eau. Cette eau, de fait, elle vient d'un processus d'infiltration de l'eau de pluie, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le grand cycle de l'eau. Donc là, ce dont je vous ai parlé sur la distribution et l'assainissement, c'est le petit cycle de l'eau, le processus qu'on pourrait dire visible, c'est-à-dire ce que l'homme a constitué. Alors que la partie invisible, c'est bien ce grand cycle de l'eau. Et là, c'est donc toute la phase d'infiltration de l'eau de pluie, l'évaporation, l'infiltration de l'eau de pluie, et donc dans les nappes souterraines. Et ensuite, le petit cycle de l'eau commence où on arrive à la captation de l'eau pour la distribution. Vous voyez, donc la connexion entre ces deux. Ce grand cycle de l'eau est essentiel, puisque c'est là où va d'abord se fixer la question de la qualité de l'eau, c'est-à-dire son infiltration dans les sols, en fonction de la qualité des sols, de l'usage de production, enfin de pollution agricole ou autre, il va y avoir un effet de fait sur la qualité de l'eau, mais aussi sur l'industrie, et aussi de fait dans les zones urbanisées, sur l'impact de la présence humaine, de fait qui peut aussi avoir un impact sur la qualité de l'eau. Vous voyez, tout ça va jouer, et donc ce grand cycle de l'eau est important. Et ce grand cycle de l'eau, il est organisé aussi. Il y a en France 6 agences de l'eau, des agences donc territoriales qui prennent en compte finalement ce qu'on appelle le bassin versant, donc ce ne sont pas des régions administratives, c'est plutôt une logique géographique, donc un bassin versant assez large. Par exemple, vous avez Rhône-Méditerranée-Corse. Corse n'est pas dans le même bassin versant que toute la partie Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon, mais vous voyez, c'est par grandes zones et donc par grands fleuves, par l'irrigation et par l'irrigation naturelle qu'on fixe ces grandes agences de l'eau. Ces agences de l'eau, elles sont organisées derrière par ce qu'on appelle des comités de bassin où siègent des agriculteurs, des industriels, les collectivités locales et à minima les usagers, donc des représentants d'associations en général d'usagers. Donc c'est des mini-assemblées où on fait le point sur la politique de l'eau, on fait le point sur l'état de l'eau localement, on décide aussi des redevances sur l'eau, ce qui sera payé par l'entreprise qui va distribuer l'eau, et qui va donc de fait servir à la qualité de l'eau ou au développement d'infrastructures, c'est-à-dire à la remise aux normes d'infrastructures pour la distribution de l'eau, à la préservation des captages, à leur modernisation, ou aussi des financements pour la modernisation des entreprises de traitement des eaux dans les grandes villes. Donc ça, cette partie qu'on va dire opaque, parce que finalement peu de gens connaissent ces agences de l'eau, peu de gens connaissent les comités de bassin, et ben c'est quand même un lieu prépondérant sur la politique de l'eau, sur la politique qu'on veut mener au regard de la qualité de l'eau. Et sur la qualité de l'eau, on est essentiellement sur une politique plutôt curative, c'est-à-dire qu'on prend acte des pollutions, quelles qu'elles soient, et on va essayer d'y résoudre à travers des gros investissements, à travers des infrastructures souvent assez lourdes.
toutes les questions de prévention, c'est-à-dire préparer et aller en amont de ces pollutions et essayer plutôt d'appliquer des politiques en matière agricole ou même en matière industrielle innovantes pour limiter l'impact de l'homme sur l'eau. Ça, c'est une politique qui est en marche, qui évolue, mais qui est clairement, quand on voit la masse d'investissement, c'est à peu près 10 milliards d'euros le plan sur l'eau, c'est quand même souvent limité. Donc ça, c'est cette partie opaque. Mais sur cette partie opaque, il y a de fait encore les administrations, ministères, etc. qui se rajoutent. Donc on voit bien qu'il y a une multitude d'organisations qui sont importantes. Et aujourd'hui, l'Europe se rajoute aussi. Puisque en 2000, une directive a été adoptée par l'Europe qui cherche d'abord à avoir, alors qui ne règle pas du tout la question de privé-public et qui laisse ça à l'indépendance de chaque commune, mais qui va, entre autres, aussi traiter la question de la qualité de l'eau et qui impose aux États membres certaines obligations de qualité de l'eau d'ici 2015. Vous verrez qu'en France, clairement, on n'atteindra pas forcément les obligations qu'on s'est fixées et ça va certainement impacter aussi même les politiques de l'eau directement et la manière dont elles sont pensées aujourd'hui, puisqu'on est encore dans une forme de discussion, d'élaboration collective avec des acteurs que j'ai cités, donc agriculteurs, industriels, collectivités. Rarement les ménages, qui ont peu de place, donc à la fois dans le service de l'eau, mais même dans ces agences de l'eau ou comités de bassin. Donc il y a une méconnaissance et à la fois aussi une faible présence des usagers dans toute la politique de l'eau. Et c'est ça, clairement, qui, dans ma réflexion, quand j'ai découvert tout ce champ et tout ce monde, c'est ça qui m'a amené vraiment de plus en plus à avancer l'idée d'une vraie nouvelle forme de gestion coopérative de l'eau. Quand j'ai commencé, j'avais en tête les grandes idées et je voyais largement ce qu'était le service de l'eau. Mais en rentrant au fur et à mesure, je me rendais encore plus compte de l'intérêt de proposer d'autres formes de gestion, c'est pas dire remplacer, mais proposer d'autres formes de gestion, et en particulier de formes coopératives, où on intégrerait dans la gestion à la fois les usagers, qui sont quand même largement concernés par l'eau, tant sur la qualité que sur la distribution et sur les investissements, mais bien entendu aux côtés des collectivités, qui ont une place largement importante à prendre et qui ne doivent pas être simplement dans un rôle de délégation et de contrôle, mais qui doivent être aussi dans une forme de prise de parti permanente sur ce débat sur l'eau. Et puis des agriculteurs, des industriels, donc c'est arriver à créer un champ assez large, un champ qui clairement est conflictuel. C'est un espace de débat où on a des points de vue de fait différents et des intérêts différents, mais ce cadre-là est indispensable pour à un moment donné avoir une politique de l'eau, qu'elle soit locale ou qu'elle soit à l'échelle des bassins versants, qui soit essentiellement et utile pour tous. Voilà un peu pourquoi je suis allé vers ce sujet et comment j'ai construit, voyez, au fil du temps, ce raisonnement. Alors peut-être maintenant tu peux nous expliquer de façon plus précise qu'est-ce que c'est une société coopérative d'intérêt collectif, parce que je pense que on ne sait pas forcément ce que c'est exactement. Et puis, à partir de là, en quoi ça pourrait être plus intéressant que la régie ou la société publique locale ou complémentaire ou de forme privée, purement privée. Tout à fait. Alors, oui, il y a une question ? Oui, juste une réflexion. Ça déborde même les bassins, puisque l'eau, c'est aussi l'énergie, enfin les barrages hydrauliques. C'est aussi les refroidissements, par exemple, de centrales. C'est donc une politique aussi nationale qui doit tenir compte de... Tout à fait. Et c'est là où on voit qu'il y a une multitude vraiment d'acteurs, et on ne s'en rend pas compte quand on se pose la question au début, mais il y a une multitude d'acteurs qui sont concernés, et EDF, sur l'eau, et auprès de l'Europe en particulier, fait des fois pression pour que, par exemple, sur la qualité, etc., c'est des choses qui n'avancent pas plus vite que ça, parce que de fait, ça pourrait l'impacter. Donc il y a des différents espaces de lobby, différents espaces d'intérêt, mais à un moment donné, comme ils sont un peu séparés ou regroupés dans des espaces, les comités de bassin, où on ne va pas forcément assez loin, et les pouvoirs ne sont pas assez larges pour mener vraiment des politiques de l'eau ambitieuses, préventives, etc., on se retrouve dans une situation comme ça. Et où, par exemple, on voit qu'on veut privatiser les barrages. Des formes nouvelles. Donc la SIC, pourquoi je m'intéresse à la gestion coopérative par la SIC ? Parce que la SIC, c'est un statut nouveau, d'abord, qui date de 2001. La SIC, LA et SIC plus loin, donc Société coopérative d'intérêt collectif. La SIC, c'est un statut qui est récent, qui date de 2001, qui est issu d'une réflexion à partir de la fin des années 90, à la fois dans un contexte où on se rendait bien compte que la forme associative
surtout des associations qui avaient une activité économique de plus en plus importante, la forme associative n'était pas toujours suffisante pour développer un projet. Donc il y avait un besoin d'une nouvelle forme d'entreprise à but social, donc bien dans cette même logique que les associations, mais donc une nouvelle forme, et en particulier en lien avec toute la dynamique des emplois aidés lancée par Martine Aubry, etc. à l'époque. On est aussi dans et l'anniversaire des 100 ans de la loi, 1901. Contexte aussi où en Europe émergent quelques entreprises coopératives qui abordent une nouvelle forme de coopération. Plus simplement une coopération homogène, c'est-à-dire par exemple les SCOP, ce sont des coopératives de travailleurs, de salariés. Vous avez les coopératives agricoles, les coopératives de viticulteurs, vous avez les coopératives maritimes, les coopératives de consommateurs, aujourd'hui moins présentes en France, mais qui ont été très importantes jusque dans les années 60-80. Donc des familles coopératives. Et de commerçants. Et de commerçants. Et il y a encore une liste, parce que des familles coopératives, il y en a plusieurs. Donc des familles de coopératives où finalement la règle c'était d'associer un même type d'associés dans cette coopérative. C'est-à-dire nous avons tous le même lien avec la coopérative. Quand on est coopérative de travailleurs, je suis producteur de cette coopérative. Quand je suis viticulteur, ainsi de suite. La SIC, c'est une nouvelle forme de coopération parce qu'on part du postulat qu'on n'est plus simplement sur une coopérative homogène, mais une coopérative avec différentes parties prenantes qui ont donc tous un lien différent avec la coopérative. C'est-à-dire que la SIC, la loi dit, donc on parle de multisociétariat, alors qu'on pourrait parler de monosociétariat sur les autres formes de coopératives, qui ont tout un intérêt, mais un intérêt spécifique au regard des statuts. La SIC, c'est multisociétariat. Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement, pour constituer une SIC, un salarié, ou des salariés, et en l'absence des producteurs, donc des producteurs du bien ou du service que va proposer la coopérative, un bénéficiaire, ou des bénéficiaires, bénéficiaire étant entendu par la loi au sens très large. Ça peut être l'usager, celui qui consomme, ça peut être l'entreprise locale ou une personne du coin qui bénéficie de la présence de la SIC, parce que ça redynamise le quartier, parce que ça redynamise la ville, parce que son service était absent, bénéficiaire au sens large. Ça peut être aussi le fournisseur de la matière première, qui de fait va bénéficier de la présence de la SIC. Donc, c'est deux types d'associés obligatoires, et un troisième associé, obligatoirement. Mais là, la loi laisse la liberté, c'est-à-dire dit autre, tout autre associé. Personne physique, personne morale, de droit privé, entreprise, association, etc., mais aussi de droit public. C'est ça qui est une forme aussi très innovante et intéressante pour la SIC, c'est que les collectivités publiques ont le droit de rentrer au capital de la coopérative, donc prendre des parts sociales, et donc être propriétaire au même titre que les autres associés de la coopérative, sans avoir l'obligation de faire une demande en Conseil d'État. C'est-à-dire que les collectivités peuvent prendre des parts dans une ESA, une société anonyme ou une entreprise classique, mais ils sont obligés de faire une demande. Dans la SIC, c'est une délibération du Conseil communal, départemental, qui prend cette décision, qui dit oui, nous rentrons au capital, nous devenons nous également propriétaires de la coopérative. Et ça, c'est un point essentiel. Parce que quand j'ai parlé de l'eau et de la volonté qu'on avait au début d'intégrer les usagers, mais de forcément laisser une place aux collectivités, la SIC permet bien, est bien un outil, si on le veut, parce que ce n'est pas obligatoire, la participation des collectivités, mais peut être bien un outil de coopération publique-privée. C'est-à-dire qu'on associe sur un territoire donné, et en fonction d'un sujet donné, toute personne physique, toute personne morale, ou toute personne publique, morale publique. Donc ça donne une dynamique assez forte. Et sur l'eau, clairement, c'est un atout qui pour nous, et dans ma recherche, pour moi, était essentiel. Et un atout même dans la discussion et dans l'explication qu'on pouvait faire de la coopérative. La SIC, c'est aussi une société commerciale. Donc c'est une société commerciale coopérative qui répond aux règles du droit du commerce. Elle prend la forme d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par action simplifiée, une SAS, SA, SRL, SAS. Donc une coopérative et la SIC, c'est à la fois l'association du droit du commerce, l'obligation d'avoir un capital, l'obligation pour la SRL d'avoir un gérant avec une assemblée générale, pour la SA d'avoir une assemblée générale avec un directeur général et un conseil d'administration et un président,
ou directoire et conseil de surveillance. Donc des règles imposées par l'ordre du commerce et des règles coopératives. Par exemple, dans toute coopérative, le principe clé est celui de un associé égale une voix. C'est-à-dire que je peux apporter dans la coopérative 10 000 euros, Sylvie en apporte 100 000 euros, nous serons bien chacun propriétaire, nous partagerons cet outil commun, et en assemblée générale, nous voterons chacun, et nous compterons chacun pour une voix. Alors que dans une entreprise capitaliste classique, on compte bien en fonction de ce qu'on apporte. Sylvie aurait apporté 100 000 euros, elle aurait bien plus de voix que moi dans la structure. Donc ça, c'est un principe clé également. C'est la démocratie qu'on pratique au quotidien. Enfin, je veux dire, quand on vote pour une présidentielle ou une communale, on vote bien une personne égale une voix. Donc c'est un même principe, c'est un principe démocratique de base. Le vote pour la présidentielle n'est plus censitaire, fort heureusement. Fort heureusement. Voilà. Ça fait du bien en tout cas depuis quelques temps. Donc voilà. Et puis hommes-femmes, etc. Donc ça c'est un point clé également et un atout essentiel pour la SIC. Autre atout et dans cette dynamique, c'est que la SIC, c'est avant tout un outil commun. On crée une structure, une coopérative, la SIC, pour faire ensemble et réaliser quelque chose. Vous connaissez peut-être, pour vous donner un peu du concret, parce que des fois ça aide un peu, il y a une structure qui s'appelle Enercop, qui est une SIC. Alors il y a une SIC nationale et puis des SIC régionales, qui fait de la distribution d'énergie verte. Distribution et production d'énergie verte. Au moment où EDF, vous savez qu'il y a eu la loi sur la libéralisation du champ de l'électricité, cette coopérative a décidé de se lancer pour promouvoir dans le champ de l'énergie une énergie verte et permettre à des usagers de pouvoir consommer uniquement de l'énergie verte. Donc c'est une SIC qui associe les usagers, ils sont environ 16 000 abonnés, et il y en a 12 000 qui sont sociétaires, vous voyez c'est quand même une belle structure, les salariés de la coopérative, ceux qui animent, administrent, gèrent la coopérative, et puis la plupart du temps des collectivités locales, parce qu'elles sont intéressées à ce type de projet, et elles veulent promouvoir la production même sur leur territoire. Et puis après des entreprises privées qui aussi, Biocoop, etc., qui se sont investies dans cette dynamique. Donc la SIC, on peut faire tout type d'activité, il n'y a pas de limite. Par contre, ce qui va être essentiel, c'est qu'on est bien sur un projet commun, qui associe des gens qui vont avoir un intérêt différent, donc un lien différent avec la coopérative. Et quand je dis que c'est un outil commun, c'est parce que ce n'est pas un outil d'enrichissement capitalistique, c'est essentiellement un outil de développement de l'outil même. C'est-à-dire que quand une coopérative, une SIC, va faire des bénéfices en fin d'année, et ce que l'on souhaite, puisque de fait, ça permet l'investissement, le développement de la dite coopérative et donc de son objet. Il y aura au moins 57%, 57,5% des bénéfices qui iront dans ce qu'on appelle la réserve impartageable. C'est-à-dire qu'aucun des sociétaires, donc imaginons nous aurions fait une SIC ensemble, chacun aurait apporté, aurait acheté des parts sociales, aucun d'entre nous ne touchera de l'argent sur cette partie-là qui servira uniquement au développement de la coopérative et qui sera utilisée par la coopérative pour son développement. Et le reste, les 42,5% qui restent, peuvent être partagés entre les sociétaires, mais avec des limites qui sont fixées par le taux moyen des obligations, qui est fixé par l'État, qui fixe un taux en gros à 2%. Donc on voit bien que ce n'est pas un outil de rémunération forte d'un capital apporté, mais bien avant tout et prioritairement un outil pour développer le projet commun. En sachant que j'ai dit c'est obligatoirement 57,5%, mais toute SIC peut décider de mettre 100% des réserves, donc des bénéfices, en réserve impartageable. Donc 100% des bénéfices serviront le développement de la coopérative. Et ça aussi quand on traite de l'eau, et clairement quand on traite de la localité, de toutes ces questions de privatisation, où clairement toutes les questions autour de Veolia, le NES des eaux, tournent aussi et largement autour de l'enrichissement de ces entreprises sur un bien qu'on considère tous comme commun, un bien qui n'est pas une marchandise. Et une SIC qui met en réserve 100% de ses bénéfices, donc sans remettre en cause la logique de bénéfice, c'est-à-dire qu'elle peut de fait investir, mais c'est une démarche intéressante puisque c'est bien valoriser le projet commun sur lequel on s'est fixé. Voilà un peu pour la SIC. Je pense que j'ai présenté les grands éléments de la coopérative. Oui, alors peut-être encore plus concrètement, est-ce qu'il y a des exemples de SIC de l'eau, de coopératives de l'eau en France? Et comme je sais que la réponse pour l'instant, il n'y en a pas, est-ce qu'ailleurs dans le monde, il y a des formes coopératives de l'eau qui se rapprocheraient et qui permettraient de penser que c'est réellement possible?
Alors en France, donc, à proprement dit, quand on parle de gestion de l'eau, effectivement, il n'y a pas de SIC qui gère aujourd'hui un service public de l'eau. Il y a des SIC qui interviennent sur l'eau, j'en parle dans la note. Je cite 3 SIC qui sont Rhizobium, et je vais en reparler un peu parce que c'est intéressant par rapport entre autres au barrage de Sivens. Il y a la SIC Erard, qui est une SIC en Beaujolais, et il y a une SIC qui s'appelle Initiative Environnement, et qui interviennent toutes, ces 3 SIC, interviennent non pas sur la gestion de l'eau, mais plus sur le grand cycle de l'eau et sur la qualité. Rhizobium intervient en particulier sur les zones humides et sur leur préservation, et dans le Tarn. Préservation, avec une idée qui est extrêmement forte, c'est de dire, c'est pas une carotte qu'il faut mettre, ni un bâton, pour que les gens préservent les zones humides qui sont donc des espaces, enfin, des zones où il y a donc de l'eau, et qui de fait servent l'agriculture parce qu'elles irriguent et elles enrichissent les sols autour. Donc ils ont une utilité même économique. Elles ont une utilité environnementale et elles ont une utilité économique, puisque de fait elles servent aussi à l'amélioration de la production agricole, etc. Et donc, au défaut du bâton ou de la carotte, donc de donner de l'argent ou de faire des contraventions, ils ont développé une idée de dire on va plutôt inciter les gens à défendre les zones humides et en particulier les agriculteurs, mais donc par une action forte d'éducation, de pédagogie, financée essentiellement par l'agence de l'eau et la région qui sont autour et qui soutiennent cette démarche. Et donc tout un travail de mobilisation à la fois des maires, des élus locaux, mais aussi des agriculteurs, mais aussi des usagers, des passants, enfin de gens qui sont sur le territoire. Donc au fur et à mesure d'arriver à constituer un peu un réseau comme ça à mobiliser. Donc c'est un travail de longue haleine, long, compliqué, mais qui en même temps porte ses fruits, puisqu'ils ont obtenu sur le territoire des avancées et des protections de zones humides. Et aujourd'hui, si vous allez sur leur site, vous avez des témoignages des agriculteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas compris le sens, ou en tout cas n'utilisaient pas beaucoup leurs zones humides, et qui au contraire aujourd'hui le revitalisent et le réutilisent, et s'en servent dans leur modèle de production. La SIC Erard et la SIC Initiative Environnement sont plus des formes de bureaux conseils et vont conseiller des collectivités pour la gestion de l'eau ou la gestion des rivières ou leur protection, et donc vont apporter des approches, des conseils en matière de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que la SIC, elle mobilise à la fois des agriculteurs, des collectivités, etc. Donc on voit bien qu'elle arrive à mobiliser, pareil, un cercle de gens très différents, qui ont des intérêts différents autour de l'eau, mais qui arrivent à se mobiliser, à créer donc une activité économique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de SIC clairement sur la gestion de l'eau. Quand on prend les exemples un peu étrangers, je me suis intéressé personnellement plutôt aux coopératives d'usagers en Bolivie, puisqu'en Bolivie, il y a eu un phénomène de coopératives d'usagers qui se sont développées, qui sont partis d'un contexte assez simple, c'est-à-dire que dans des territoires plutôt pauvres, autour de villes ou en milieu rural, parti du concept de « on ne s'occupe pas de nous ». Comme on ne s'occupe pas de nous, et au lieu d'attendre qu'il y ait une réponse publique dans d'autres contextes, Bolivie aujourd'hui c'est un autre contexte politique, mais là c'est des contextes qui ont émergé à partir des années 60, donc vous voyez un autre contexte politique. Oui, c'est lié plutôt à un contexte beaucoup plus ancien. Mais donc comme on s'occupe pas de nous, on va prendre en main l'eau, et on va donc créer des coopératives d'usagers qui vont gérer l'eau, qui vont installer la distribution, qui vont faire donc la distribution pour des gens qui n'avaient pas forcément non plus d'eau potable. Et donc ça, c'est une démarche qui part vraiment du principe de il n'y avait pas de réponse, on en crée une en s'auto-saisissant de la question. Donc en France, on voit bien qu'on n'est pas sur le même schéma. Donc c'est un exemple qui est intéressant, mais en France, on voit bien qu'il y a bien une réponse publique qui fait intervenir à des moments des entreprises privées, mais il y a bien une réponse existante. La question aujourd'hui qui se pose pour nous, c'est de dire, dans tout ce paysage, sans se mettre en contradiction avec les régies, puisque clairement on n'est pas sur une forme, je pense, la gestion coopérative, sur une forme de contradiction, mais par contre en s'opposant dans le cadre de la gestion privée, puisqu'on serait de fait, avec la SIC, sur une forme de délégation de gestion de services publics. Parce que comme je l'ai dit, c'est une société commerciale. Donc c'est les règles légales du Code des collectivités publiques. Mais en passant par une société qui est très différente d'une délégation à Veolia ou à la Lyonnaise des Eaux, c'est-à-dire que d'abord, la collectivité peut être sociétaire, donc elle est délégante, mais elle participe aussi à la gestion. Donc elle n'est pas simplement dans un rôle de contrôle, mais elle est aussi dans un rôle de participation.
Et elle participera aux assemblées générales. Mais aussi donc en invitant une partie des usagers, librement bien entendu, on n'impose pas aux gens à rentrer dans une coopérative, mais aux usagers de rentrer dans la coopérative, et donc d'avoir une place complètement nouvelle, puisqu'aujourd'hui il y a des régies qui ont installé la participation des usagers, la régie Eau de Paris, qui ont installé ça, c'est UFC Que Choisir qui représente les usagers. Ensuite, des régies comme Lac de l'Essonne, qui avaient jusqu'à présent des usagers dans le conseil d'administration de la régie. C'est Grigny-Viry, hein, Grigny. Voilà. Mais un changement politique et un basculement vers la droite a fait que les usagers aujourd'hui ont été demandés de sortir du conseil d'administration de la régie. Donc on voit bien que c'est toujours, quand on est sur des formes de mobilisation politique, on voit bien que les choses peuvent vite changer, malheureusement. Et ça dépend de la conviction des élus. On était sur une ville menée, où les communistes et le parti de gauche étaient bien entendu très présents quand la régie a été installée avec la présence des usagers. Donc on voit bien en tout cas que la place des usagers, là, elle est aussi renouvelée. C'est-à-dire qu'on leur laisse une place et en devenant sociétaires de la coopérative, ils auront donc de fait une place au même titre que la collectivité et pourront se saisir des dossiers, voir la réalité de la gestion et donc connaître les chiffres aussi. Parce que si on faisait un tour de table aujourd'hui et ce soir, je pense qu'on connaît très peu. D'abord, pour certains, la régie Hauts-de-Paris. On ne sait pas forcément que c'est une régie maintenant et on n'a pas vu le changement, sauf qu'il y en a eu un et on l'a peut-être vu sur le prix en baissant. Donc c'est vrai qu'il y a un besoin de connaissance et la connaissance, elle passe à un moment donné par la participation directe. En tout cas, c'est mon point de vue. Et dans un renouveau du service public, en tout cas qui est une question pour moi prépondérante, quelle que soit la forme du service public, s'il est sous forme de régie, etc., je crois qu'il faut de plus en plus qu'on intègre dans notre logiciel public la participation directe des usagers et pas simplement par la représentation d'élus tous les 5 ans, etc. Donc il y a une participation directe au service public qui est essentielle et sur l'eau, elle me paraît prépondérante et c'est pour ça que la SIC aussi m'intéresse à ce titre-là et qu'elle le permet. Et puis si on est sur le service d'eau potable, il y a tous les autres types de consommateurs qui sont présents sur le territoire et qui ont un impact aussi. Et ça, c'est la réflexion qui fait ça au fur et à mesure de l'écriture et de la recherche que j'ai pu mener. C'est dire, mais finalement, on pourrait aussi, au lieu de s'arrêter aujourd'hui au petit cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on a un service public de l'eau qui gère le petit cycle de l'eau, on pourrait aussi se dire, à terme, pourquoi ne pas envisager, avec la constitution par exemple d'une coopérative de l'eau et de la SIC, envisager qu'au lieu de concevoir simplement son petit cycle, on va jusqu'au grand cycle. Et que donc les questions de qualité soient aussi intégrées dans ce processus et dans ce service. Et pourquoi intégrer cette question-là de la qualité ? C'est parce que de fait, ça impacte clairement sur le coût de l'eau. Plus on aura besoin de faire des traitements sur l'eau, plus l'eau sera payante. Donc plus on arrive à travailler sur la qualité de l'eau et le distributeur arrive à accompagner sur la qualité de l'eau, plus de fait, il y aura des coûts moindres pour les usagers au final. La régie Hauts-de-Paris, régie, a lancé ce processus dans les bassins et dans les zones d'alimentation. Il y a entre autres des coopératives qui ont été appelées des SCOP pour travailler sur ces territoires-là, à l'animation ou à la mobilisation des gens sur la qualité de l'eau. Et ça, c'est un fait assez intéressant. Et là, ça fait écho à des exemples qu'on connaît, qui sont l'exemple munichois, qui sera assez différent de ce qu'on fera en France, mais l'exemple munichois où la ville de Munich a mis en place la régie de Munich, le service d'eau de Munich, a mis en place tout un dispositif pour, sur toute la zone de captage de l'eau, soit reforester, tout simplement, parce que la forêt permet à un moment donné de faire un traitement des eaux et de ne pas avoir d'impact plus négatif, soit d'accompagner des agriculteurs vers une transformation à l'agriculture biologique, qui a un impact moindre. Tout dépend bien entendu du type de production. On aura, même en agriculture biologique, sur de l'élevage, etc., un impact plus important que sur du maraîchage. Mais en tout cas, aller vers plutôt l'agriculture biologique, qui a un impact, et ça même en France c'est reconnu aujourd'hui, l'impact positif de l'agriculture biologique sur les zones de captage ou sur les zones à risque, qui sont directement concernées par le prélèvement de l'eau. Donc ça, c'est des exemples qui nous intéressent aussi. Et donc se dire comment la régie, la coopérative de l'eau, la SIC de l'eau, pourrait s'intéresser aussi à cette question-là. C'est-à-dire élargir son champ et élargir son champ d'action, finalement. Donc voilà les exemples qui ont nourri un peu à l'étranger. Mais en France, il y a aussi des acteurs qui s'investissent. Le paysage n'est pas sombre. Et puis, dans la note, je détaille beaucoup plus tout ce qu'il y a, parce qu'il y a une multitude d'acteurs, multitude d'actions. Mais, par exemple, je soulève un exemple particulier, c'est la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, qui a mené et qui mène toujours des projets pilotes dans des territoires
pour travailler sur la qualité de l'eau. Et qui, de fait, part d'un constat très simple, aucune politique de prévention sur la qualité de l'eau ne marche. Enfin, aucune politique de prévention de la qualité de l'eau marche, mais à la seule condition que les agriculteurs, c'est-à-dire ceux souvent vers qui on fait des critiques, etc., soient impliqués dans la définition de la politique à mettre en œuvre. Que les collectivités qui ont envie de mener des politiques soient impliquées aux côtés des agriculteurs, et que des usagers, et là quand je dis usagers, c'est des ménages, mais aussi d'autres types d'acteurs qui sont en fonction des territoires, industrie ou entreprises commerciales, s'investissent aussi à ce projet. Et on voit bien que à cette condition-là, du regroupement, conflictuel, c'est-à-dire, ne nous cachons pas, il sera conflictuel, et il est conflictuel, il prend du temps, et il y a des endroits où on voit bien que le temps a pris, mais le temps a été positif, et au bout de 4-5 ans, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, des actions concrètes, et ça donne des résultats. Il y a des exemples, j'ai cité un peu la région de Paris, dans lequel il y a un des projets pilotes, mais il y a aussi dans le Nord, un peu partout en France, donc ces acteurs qui s'impliquent pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Mais ils se heurtent aussi à un problème d'un modèle économique, c'est-à-dire que clairement, cette mission est peu subventionnée, ou quand elle est subventionnée, on est souvent cloisonné par des histoires d'aide directe à la transformation vers l'agriculture biologique, ou etc. Donc il faut faire attention. Donc il y a besoin de construire des modèles économiques aussi sur cette question-là. Et c'est pour ça que je le relie à la question de l'eau, et que j'essaie d'associer ce petit cycle de l'eau et ce grand cycle de l'eau, en me disant peut-être qu'on peut justement arriver à consolider un modèle, en disant que le prix de l'eau au début, peut aussi prendre en compte cette question de la qualité de l'eau. Et que de fait, c'est bien l'eau paye l'eau aussi. La qualité de l'eau rentre bien dans ça. Et donc que de fait, en créant un peu cette filière de l'eau, on arrive à dynamiser ça. Donc vous voyez bien que je ne dis pas que la régie n'est pas capable de faire ça, et l'exemple de Paris le montre. Je dis bien par contre que la SIC offre un autre cadre d'intervention, où clairement, dans le temps, on inscrit des gens ensemble qui créent donc une société, donc qui s'investissent, puisque j'achète des parts sociales. Donc je lui mets de mon argent personnel ou l'argent de la collectivité, donc je m'y investis. Et de fait, je pense que ça crée une forme de durée, puisque l'adhésion à ce type de structure, et une adhésion directe, concrète, fait qu'à un moment donné, si l'outil marche, on s'y attache. Et on a envie de le faire perdurer. Et donc même s'il y a des changements politiques, et il y en aura toujours des changements politiques, de fait, ça peut aussi, à des moments, et je dis bien à des moments, et je suis dans l'hypothèse, mettre à des moments aussi des pôles de résistance. Et même dans une collectivité où il y aurait une SIC de l'eau qui gérerait un service et qu'il y a un changement municipal, il y aura donc une possibilité de faire perdurer ce système. Même s'il sera soumis aux règles de la délégation de services publics et au temps, voilà. Mais par l'attachement que des usagers, que des consommateurs pourraient avoir à cet outil, on pourrait envisager une forme de durabilité assez intéressante par la construction vraiment d'un outil donc, qui est le plus commun du monde. Donc c'est pour ça que je le disais en introduction, je me pose bien dans une forme de parallélisme, ou en tout cas proche de toute la dynamique de la place de la régie, du service public, etc. Je n'ai pas forcément détaillé, mais peut-être en guise pour m'arrêter, la notion de bien commun a aussi vraiment été essentielle dans toute ma réflexion, en particulier l'approche d'Elinor Ostrom, que vous connaissez peut-être, qui avait eu un prix Nobel sur ce sujet en 2009, et qui pose bien la question, et qui montre pas mal de choses, mais sur le bien commun, qu'on est bien, comme on a des usages chacun d'un bien commun, dans une forme de rivalité naturelle, puisqu'on a des usages différents de ce bien-là. Donc quand je dis bien commun, je ne fais pas simplement une référence au public d'un côté et privé de l'autre, mais je fais bien sur cette question d'une ressource commune, qui ne nous appartient pas en tant que telle, mais qui est là, qui est en présence et dont on a besoin. Et donc cette rivalité, et le fait que quand certains l'utilisent, ils enlèvent à d'autres cette ressource, de fait, ça crée des rivalités, des complications. D'où la notion de bien commun qui a été quand même très essentielle dans cette recherche.